Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. RTG, passé à un média de service public dans toute sa signification. Quels sont les tenants, quels sont les aboutissants d'une telle ambition? Yamoussa Sidibé, ancien directeur général de la RTG, nous fait l'honneur de nous visiter, de vouloir répondre à nos questions ce matin. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour, bonjour chers amis, bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs de l'espace. Merci, merci donc de vouloir répondre à nos questions ce matin. Jacques va poser la première question, ma chère Math. On va parler de RTG, on va parler également du CNT puisque vous avez été désigné pour y aller. Je voudrais vous nous représenter, oui, mais bien sûr. Je voudrais vous amener à clarifier des propos qui sont les vôtres. Tenu donc au lendemain de la présidentielle de 2020. Il s'agissait de réagir donc à cette réélection du président Alpha Condé. Vous disiez, je vous reprends comme ça, j'entends les partisans du parti au pouvoir dire le président est élu pour le premier mandat de la 4e République. Il n'y a pas d'amalgame possible. C'est un 3e mandat, mais un mandat rendu légal, parce que la constitution sur la base de laquelle les élections ont été organisées a été adoptée par la majorité des Guinéens. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire à l'époque? Qu'est-ce que vous avez voulu dire à l'époque? Ta question, c'est de savoir ce qu'il a voulu dire ou s'il continue d'assumer ce qu'il a dit. Parce que c'est quand même clair. Puisque le contexte a changé, je pense que c'est clair. Monsieur Sidibé, à vous l'honneur. Mais non, quand je tenais ces propos, le contexte n'avait pas changé. Je me rappelle que Jacques était au studio ce jour-là. Quand j'ai tenu ces propos, je les assume. N'est-ce pas? Si, par exemple, ce jour, le jour des élections, tout le monde avait décidé de ne pas y aller, tout le monde avait saboté cette élection-là, ce n'aurait pas été une élection normale. N'est-ce pas? Mais en y allant, quelques-uns ont donné un cachet plutôt légal. Ça veut dire que ce qui a été adopté, on pouvait être élu sur la base de cela. Je voulais clarifier certaines choses, certains propos que j'avais parce que c'est facile dans notre pays d'étiqueter tel ou tel. Exactement. Sans comprendre les conditions dans lesquelles on dit ceci ou on dit cela, et sans comprendre les conditions dans lesquelles on se trouverait. Et c'est une situation qui a été créée et qui a mis, disons, les intellectuels à mal, parce que il y en a qui ont manqué de courage, il y en a qui ont su s'assumer, n'est-ce pas? Vous remarquerez que je suis en train de choisir minutieusement mes mots pour ne pas écorcher ceci ou cela. Mais c'est une situation qui a été créée. Peut-être que c'est un peu trop tôt de comprendre les positions véritables des uns et des autres. Mais l'avenir nous le dira. Moi, dès 2016, j'avais commencé à écrire quelque chose. J'ai achevé d'écrire ce manuscrit en 2018. Parce qu'en 2016, déjà, je constatais quelque chose qui n'allait pas. Les écrits de la rancœur. Non, c'est pas publié encore. Okay. Jusque-là, c'est pas publié. Okay, parce que certainement, ce monsieur que vous admirez ici m'écoute maintenant. Il a lu ce manuscrit, lui-même m'a découragé de le publier en ce moment-là. Et donc, ça, ce sont mes convictions réelles, monsieur, véritables. Nous admirons, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Sidibé? Il s'agit de qui?
Par exemple, Justin Morel Junior. Ok, d'accord. Qui est mon mentor aussi, qui a contribué éminemment à ma formation. D'accord. Donc ce manuscrit-là, il avait lu, comme plus de 5 intellectuels guinéens avaient lu ce manuscrit-là. Beaucoup m'ont dit de ne pas le diffuser. Donc dans ce manuscrit-là, qui va être bientôt publié, j'exprime véritablement mes convictions. Mais il y a des propos qu'on peut tenir à un certain moment de l'existence qui, peut-être par manque de courage ou bien par ceci ou cela, qui ne sont pas véritablement l'expression de ce que nous avons dans le ventre. Hein? On peut vouloir rentrer dans son pays sans problème. On peut vouloir éviter, par exemple, la prison. On peut vouloir faire ceci ou cela. Il y a beaucoup de choses. Dans votre cas, que protégiez-vous? Qu'est-ce que vous vouliez éviter? Et essentiellement, je protégeais ma personne. Mais cela ne veut pas dire que moi, je n'ai pas soutenu Alpha Condé. Vous le disiez d'ailleurs que depuis 92, vous êtes avec Alpha. Je ne le nie pas. J'ai accompagné le professeur Alpha Condé. Je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. Surtout dans la dernière année dans les dernières années de la présidence du général Lansana Conté, où on a assisté à la déliquescence totale de l'État. Pour moi, l'espoir, c'était le professeur Alpha Condé. Je l'ai accompagné, je l'ai soutenu. Je le revendique, je l'ai soutenu. J'ai commencé à m'éloigner de lui à partir de 2016, à partir des élections de 2015. 2015, la présidentielle. Quand j'ai vu que nous étions, ou bien la situation était en train de reproduire beaucoup de choses qu'on reprochait au président Conté. Sur quel plan? Économique, social, politique? Sur tous les plans. Sur tous les plans. Par exemple, si je prends, moi je suis journaliste, comme vous le savez, vous ne l'oubliez pas. Et par exemple, nous reprochions au président Lansana Conté l'interdiction des médias publics aux autres responsables politiques. À l'opposition. À l'opposition en général. C'était l'un des reproches qu'on faisait. Et sous le président Alpha Condé, je me suis démené à ouvrir l'antenne. En tout cas, j'en ai parlé pour qu'on ouvre l'antenne à tout le monde. Ce n'est pas un média qui appartient au gouvernement. Ce sont des médias qui appartiennent aux Guinéens. Des services publics, donc qui appartiennent à tous les Guinéens. Donc tous les Guinéens doivent avoir accès à cela. Et c'est ce que représentait le profil, l'image du président Alpha Condé. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Donc, en ce moment-là, et puis je voyais des prémices. Est-ce que puisque vous avez été directeur général de la RTG, vous aviez tenté, on vous a empêché? Parce que je vous ai suivi sur la même question à l'époque. Makanera était ministre. On vous avait posé la question. C'était dans les grandes gueules. C'était de savoir pourquoi les partis politiques d'opposition n'accèdent pas aux médias d'État. Vous aviez répondu, j'ai encore votre réponse en mémoire, que ceux qui veulent que la RTG couvre leurs activités n'avaient qu'à le demander. Il n'est écrit nulle part que la RTG ne doit pas couvrir les activités des opposants. Il n'est écrit nulle part. Dans les conditions normales, quand un parti politique crée un événement, il est du devoir de la RTG de couvrir l'événement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui se passent. Vous êtes auto-censuré. Vous êtes donné vous-même des limites. Non. Non, vous savez... On vous empêchait de le faire? Non, mais parce que... Il y a une démarche qu'il a voulu entreprendre. Tu peux reprendre la question, Ahmed, s'il te plaît. Voilà, en tout cas, vous nous signalez tout de suite que quand le professeur est arrivé, vous avez fait quand même le pas pour amener les autorités, c'est cela, à accepter ou à comprendre à s'ouvrir un peu des médias au service... Qui agissent au service, pour le service public notamment. C'est vrai que nous tous, nous agissons pour le service public, mais particulièrement... La RTG, elle est encore différente de nous, les médias privés. Oui, comme je l'ai dit, moi j'ai soutenu Alpha Condé. Je le voulais le meilleur président guinéen. Je l'ai souhaité. Et il y a des choses qu'il reprochait à l'ancien système, des choses que je trouvais normales. Et ma volonté était de l'accompagner dans ce sens-là. Pour que sous son magistère, sous sa magistrature, que la Guinée, ces pratiques cessent, que la Guinée ressemble aux autres nations. Allez-y. Je crois que non, il a. Il aura pas prévu de l'eau. On va régler. Donc, j'ai souhaité que la Guinée ressemble aux autres nations du monde.
N'est-ce pas? Je suis journaliste, je ne suis pas politicien, je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Jamais appartenu à un parti politique. Je voulais accompagner un homme qui s'annonçait comme étant un démocrate. Un homme qui savait comment ça se passait ailleurs et qui avait la possibilité de changer la Guinée. Et en tant que directeur, quels sont les pas que vous avez posés dans ce sens? Concrètement, monsieur. J'ai tenu à ouvrir l'antenne à l'opposition. J'ai tenu à ouvrir l'antenne à l'opposition. À un moment donné, on m'a taxé même d'appartenir à un parti politique. Lequel? À l'UFR. On m'a accusé d'appartenir à un parti politique. Allez, je vous le dis maintenant, je n'ai jamais appartenu à l'UFR. Le président de l'UFR est un ami, mais je n'ai jamais appartenu à ce parti, ni à aucun autre parti politique. Ma présence à la tête de la RTG, c'était de redonner à ce médium d'État, à ce médium, pas d'État, le médium qui est du service public. Vous voyez que même avec vous, tout le monde est moulé. Mais non, ce n'est pas, ça. Non, vous dites médium d'État. Non, enfin. la RTG s'affiche comme un média d'État, malheureusement. Mais le langage ne trahit pas finalement. Non, mais parce qu'en fait, le langage constate une réalité. Le parler part de ce qui existe. Et ce qui existe aujourd'hui, c'est que... Je vais vous entendre clairement. Est-ce que dans vos démarches, vous avez été bloqué? Et par qui? Jacques, si tu permets. Oui, c'est important. Oui, parce qu'il dit avoir affiché l'ambition. Permettez, l'ambition s'est traduite par quoi? En termes d'actes concrets, l'ambition, c'est ce que vous avez fait concrètement avant de rencontrer ces difficultés dont Jacques parle. Alors, l'ambition, c'est par exemple autoriser les reporters à aller dans les états-majors des partis politiques. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Oui. D'accord. Je l'ai fait. On a couvert beaucoup d'événements. Un jour, je vais vous donner une anecdote. Il y a une journaliste qui était à la RTG, elle n'est plus là, elle s'appelle Séni Lama. Séni Lama. Bon, en Guernsey, on dit Héni Lama. Et elle a couvert une manifestation de l'opposition. Le ministre Kassori Fofana était dans l'opposition à ce moment-là. Elle a pris un extrait du président Kassori Fofana. D'accord. Et l'extrait dans lequel Kassori dit « Nous sommes sortis aujourd'hui, nous sortirons plus nombreux mercredi prochain. N'est-ce pas? J'ai laissé passer. Quelques temps avant la diffusion, des journalistes ont alerté Sékou Touré. Des journalistes? Des journalistes. Qui travaillent à la RTG? Qui travaillent à la RTG. Ont alerté Sékou Touré. Et j'ai reçu un coup de fil pour me dire qu'il y a tel extrait. De la part de l'opposant Kassori Fofana. Non, c'est pas la peine. C'est important. Non, on veut savoir si, par exemple, qui vous a appelé, c'est le président qui vous a appelé. Non, on n'ira pas comme ça. Non, mais... En fait, c'est journaliste. Oui, mais quand même, c'est quelqu'un qui vous a appelé. Il est quand même en train d'évoquer... De façon générale, ce que je veux vous dire simplement, c'est que j'ai travaillé à restituer son profil de démocrate à Alpha Condé. J'ai voulu cela. J'ai voulu qu'il sorte... de cette gouvernance grandie. On veut bien entendre la fin de cette histoire. Oui, justement. Le coup de fil que vous avez eu de la présidence. Et comment tout cela s'est passé? Non, mais écoute, on m'a cité expressément l'exprès. Oui. L'opposant Kassori Fofana a dit ceci. Ça ne doit pas passer. Vous l'avez donc amputé. On a sucré. Okay. On a sucré. Donc du coup, est-ce que ça vous a valu plus tard l'accumulation de beaucoup de choses, l'accumulation de beaucoup de choses, de ces petites choses-là, ont entraîné certainement mon départ de la RTG. Alors, on aura compris quand même que tous les directeurs qui se succèdent là-bas ont ce problème, c'est-à-dire cette dépendance vis-à-vis du pouvoir, souhaité ou pas. Il y a eu un changement ces derniers temps, déjà avant de parler de l'arrivée de Fana. Est-ce que vous pensez que, qui que ça soit, la RTG va être difficile à changer de par la volonté du pouvoir, ou bien c'est le statut même de cette boîte qui pose problème? Le temps de vous laisser je suis obligé de boire comme ça, avec un verre. On est justement conduit cette interview avec Yamoussa Sidibé, ancien directeur général de la RTG. Avec lui, nous abordons les voies et moyens pour faire de la RTG un véritable média de service public. Mafoudi a posé finalement la question, une RTG de service public, véritablement, c'est possible en l'état? C'est possible. C'est possible et c'est un effort politique à faire. C'est une compréhension politique qui peut nous amener à cela.
La RTG, dans sa situation actuelle, ne peut pas satisfaire les Guinéens. Elle ne peut pas satisfaire les Guinéens parce qu'elle reste une trompette du gouvernement. Elle reste une trompette des gens qui sont au pouvoir. Elle ne peut pas faire autrement aujourd'hui, dans son statut actuel. Il faut que cela évolue. La RTG, aujourd'hui, est un simple service rattaché au ministère de la Communication. La RTG rencontre, elle ne décide pas, elle n'a aucune autonomie, ni administrative, ni financière. Contrairement à presque toutes les structures audiovisuelles aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il faut que la RTG évolue. Et comment quelles sont les réformes structurelles à entreprendre dans ce sens? Il faut que la RTG change de statut déjà. Ok. Le statut déjà, que la RTG devienne ne serait-ce qu'un office. Un office. Il y a des pays qui ont dépassé le stade d'office. Et je vous assure, dans ces pays encore, les présidents sont très présents à l'antenne. Prenez le Sénégal, qui est une société aujourd'hui. Prenez la Côte d'Ivoire, qui n'est même plus un office. Mais prenez le RTB du Bénin. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins les mêmes critiques que l'on fait à la RTI aussi, par ailleurs. Oui, mais ils sont plus que non. Ils ont beaucoup plus de moyens parce que le directeur général a beaucoup plus de capacités. Il peut davantage s'ébrouiller. Beaucoup de Moi, je suis ici. J'ai vu, par exemple, un de vous, Ahmed Kamara, qui a une excellente voix. Ahmed Kourouma. Ahmed Kourouma. Oui. Il a une excellente voix. Si j'avais été directeur de la RTG, de l'office de la radiodiffusion de télévision guinéenne, j'ai espéré. Pas pour les chroniques, mais pourquoi exactement? Pour le reportage. Ah, pour le reportage, d'accord. Je pense que oui, le monde de mal. Si vous comprenez. Nous comprenons. C'est-à-dire que si le directeur général a les moyens de s'ébrouiller, les grandes gueules, de regarder autour de lui, de récupérer qui il veut, de repartir les gens selon leur capacité, selon ce qu'ils pensent de la possibilité des uns et des autres de s'exprimer dans tel ou tel poste, mais vous allez voir, ça va changer. Ça va changer. On n'est pas sur une autre planète. Nous sommes là. Pourquoi les autres ont réussi et pourquoi pas non? Donc, il y a le fait que il y a des choses pouvaient changer à la RTG. Il y a des choses qu'on peut réaliser. Mais à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je vous ai eu lundi, Moussa, sur cette question, je vous ai eu lundi ici à l'antenne. Vous disiez très très clairement, en l'état, n'importe quel directeur qui vient à la RTG échouera. Vous l'avez dit lundi. Mais finalement, quelle marge de manœuvre pour le nouveau qui vient d'arriver? Qu'est-ce qu'il peut faire dans le contexte actuel? Mais si les nouvelles autorités acceptent de l'accompagner, acceptent de comprendre l'exigence, de changer la situation, de changer la façon, l'administration de la RTG, la façon, comment on dit ça, d'évoluer de la RTG, la chose peut changer. Mais c'est seulement cela. D'accord. En attendant que le statut de ces médiums... Sur deux points sur lesquels nous aimerions vous entendre, c'est le premier point sur les équipements. Comment est-ce que la RTG pourrait donc essayer d'avoir un peu plus d'équipements qui soient aussi dans l'air du temps, et également la gestion des moyens financiers. Comment ça se passe et comment ça devrait se passer? Sur les équipements et la gestion des moyens financiers, la question reste posée de Moussa Moïse. Vous allez y répondre juste derrière, après nos obligations commerciales, la prolongation s'imposant. On se retrouve dans seulement 8 minutes. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même.
Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Guinée est sur YouTube. Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Prolongation, nous revenons en ce studio avec vous, Moussa Moïse, pour reprendre le fil de l'interview. Exactement. Sur le plan de la gestion financière, M. Sidibé, nous avons entendu beaucoup de choses. Comment les recettes publicitaires sont gérées, comment est-ce que la subvention est gérée. Est-ce que cela ne donne pas lieu à des déperditions, à des suspicions liées donc à des détournements de fonds? Parce qu'on en a entendu, on en a entendu parler. Et également sur les équipements. Comment, normalement, cela doit se renouveler au niveau de la RTG? En ce qui concerne la gestion financière, la RTG, dans les conditions normales, n'a pas le droit de produire de l'argent. La RTG produit l'information, produit les émissions, produit les contenus et diffuse les contenus. La gestion de l'écran publicitaire ne doit pas revenir à la RTG, mais à l'OGP. C'est ce que les textes disent. C'est l'OGP qui gère directement l'écran publicitaire et reverse, je crois, 70% des entrées à la RTG. Mais la gestion directe est faite par l'OGP, ce qui n'a pas été le cas pendant un bon moment. L'autre question, c'est au niveau des équipements. Quand j'étais à la RTG, grâce à mes relations à l'international, on avait réussi à équiper la RTG. On avait réussi à former les gens de la RTG. Quand j'arrivais, il y avait un seul JRI. À mon départ, il y en avait 15. Waouh, c'était en quelle année déjà? C'était entre 2013 et 2016. Un seul JRI? Il y avait un seul JRI, c'était Ibrahim Keïta. À mon départ, il y en avait 15, dont un qui était, ce sont ceux que les Français formateurs m'ont dit, notamment Tchernosman Diallo. On me disait qu'il était capable de travailler dans toutes les rédactions du monde. Donc on avait fait cela. Mais si la RTG n'a pas la capacité d'une gestion autonome, si la gestion vient d'ailleurs, on ne peut pas très bien contrôler ce qui existe déjà, l'existant déjà. La télévision nationale, ce sont des équipements qui évoluent. D'accord. En même temps, donc, ils doivent être mis à jour. Mais ça, si tu permets, Jacques insiste pour compléter sur la question des finances. Vous dites l'OGP doit normalement reverser les 70% et puis vous avez conclu que ça ne se fait plus. C'est les 70% qui ne sont plus reversés ou bien c'est la gestion même qui n'est plus assurée par l'OGP? Non, si, ça se faisait. Écoutez, quand j'étais là, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'écran était géré par l'OGP. Mais à un moment donné, l'OGP a passé 3 mois sans rien verser à la RTG. Donc j'ai pris la décision de gérer directement l'écran publicitaire. On vous a même entendu sur le sujet. Oui. Tant que l'OGP ne reverse pas à la RTG. Okay. J'ai même eu le ministre Makanera sur le dos, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais cela s'est passé, on a épongé cela. Et il y a eu des réunions, puisque je suis membre du conseil d'administration de l'OGP, il y a eu des réunions pour demander à la RTG de confier, de respecter les textes en fait. Le respect des textes. Et puis ça allège le travail de la RTG. Ça permet à la RTG de s'occuper de son travail. Le travail de la RTG, selon les textes aujourd'hui, n'est pas de produire de l'argent, n'est pas de gérer ceci ou cela. D'accord. Mais les 70% qui sont versés sont destinés réellement à quoi dans les tests? Et on sait aussi que la RTG, c'est pas forcément c'est le journal, tout ça. Il y a la production des émissions. Et comment le financement le budget de production, tout cela est défini? Comment tout cela doit vous parvenir normalement? Mais non, la gestion, en fait, ça vient de ces 70% là. L'entretien de la maison, la plomberie, l'électricité, le carburant pour les reportages. Le carburant. Est-ce qu'à votre temps, tout cela permettait quand même de pouvoir produire des émissions de qualité? Non. Mais vous n'avez pas interpellé l'État? Mais c'est ce que je vous dis là. Je l'ai dit dans l'autre interview que l'un des sujets ou l'un des prétextes qui m'auront fait partie de la RTG, il y avait justement mon insistance sur le changement de statut de la RTG. Tout devait venir là. La RTG aujourd'hui, dans sa situation actuelle, ne peut pas satisfaire les Guinéens.
ne peut pas avoir une bonne gestion financière, ne peut pas avoir une bonne gestion administrative. Le ministre est capable, en tout cas dans le passé, de parachuter n'importe qui à la RTG. Et lui donner un poste. Wow. Et informer le directeur général après. Wow. C'est arrivé avec vous? C'est arrivé avec moi. J'ai le livre, le manuscrit dont je vous parle là, tout est écrit là-dedans, qui est prêt depuis 2019. Je le dis parce qu'il y a d'autres intellectuels qui m'écoutent. Vous allez penser que je l'ai écrit qu'après la chute d'Alpha Condé. Non. Le manuscrit est prêt, ça a été lu par beaucoup de guides et sources. Alors, sur la question de la gestion des effectifs, puisque vous nous parlez des personnes parachutées, je ne sais pas combien de personnes parachutées vous avez reçues quand vous étiez encore en fonction, mais sur la gestion des effectifs, comment est-ce que vous êtes intéressé à la question des stagiaires à durée indéterminée qui sont du côté de la RTG depuis des lustres, qui sont là, et puis également... Exactement. Et puis également, de l'autre côté, ce sont aussi ces correspondants qui sont à l'intérieur du pays, qui sont jetés aux oubliettes. Avez-vous fait face à ces questions majeures-là? Écoutez, moi, c'était hier. J'ai pensé qu'on allait parler d'aujourd'hui, mais je reviens quand même sur la question. Je vous ai dit que la RTG n'a pas d'autonomie financière, administrative même. Vous avez, dans les différentes rédactions, des gens dont vous n'avez pas besoin, des gens envoyés par la fonction publique. Parmi ces gens, il y a des mécaniciens, il y a des plombiers, des gens de tous les horizons que vous retrouvez au niveau des rédactions, mais que vous devez utiliser. Parce qu'ils sont régulièrement payés par la fonction publique et ils ont été affectés à la fonction publique. Des plombiers? Non, c'est une façon de dire. Non, je veux savoir. Voilà. Ce que vous nous dites, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec le métier. Non, rien à voir. Ils viennent apprendre le métier là. Et ceux qui réussissent, bon, ça va, mais ils sont nombreux qui ne réussissent pas. Mais qui sont régulièrement payés. Pendant ce temps, vous avez des stagiaires qui arrivent. Je vous ai cité le jeune Tchernosman Diallo tout à l'heure, qui est un excellent journaliste, mais qui n'est pas encore employé. On ne peut l'employer qu'à la fonction publique. La RTG n'a pas la capacité, n'a pas le statut d'employer un journaliste. D'employeur autonome. Voilà. Alors que le directeur général qui est là, il a besoin de ces jeunes-là, de ces jeunes journalistes. Qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là? C'était de les prendre comme contractuels. Et les anciens qui sont déjà à la retraite, mais dont les services, dont on a besoin des services, c'est là, je fais la démarche moi-même auprès de l'autorité, par exemple le ministère du Budget, pour qu'on les prenne comme contractuels d'État, parce qu'on a besoin d'eux. Mais la RTG elle-même ne peut pas, n'a pas les moyens, n'a pas le statut qu'il faut pour prendre en charge les gens dont elle a besoin. D'accord. Mafoudia Bangoura, nous sommes, rappel, si vous nous prenez en marche seulement maintenant, il y a Moussa Sidibé, ancien directeur général de la RTG, s'exprime justement sur la maison commune des médias. Mafoudia. Alors la question que je vous pose, je vous la pose en tant qu'homme de médias et ensuite en tant que ancien directeur de la RTG. C'est lié au fonctionnement de la radio. Il y a eu récemment cette grève avec les travailleurs qui dénoncent un certain abandon. Genre, on ne les considère plus, il y a plus de pour la télé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour garder l'image que cette radio avait avant même qu'on s'intéresse tant à la télé? Quelle aurait été la solution? D'abord, il faut connaître la maison, il faut comprendre le travail, il faut comprendre le fonctionnement de la radio, de la télévision. La télévision est arrivée, mais la radio n'a pas cessé d'être. La radio a continué à être. Et la radio est encore beaucoup plus puissante aujourd'hui que la télévision. Elle entre dans tous les foyers du pays, de Lola à Dubrika. Il faut le comprendre. Il faut que l'autorité aussi le comprenne. Et peut-être, puisque le statut actuel de la RTG ne lui permet pas de faire ce qu'elle veut, qu'on comprenne que des décrets, des grands communiqués importants doivent passer d'abord par la radio. Ou passer simultanément, c'est-à-dire on fait en synchronisation et la radio et la télévision. Ils ont raison parce que, en fait, on suit la RTG aujourd'hui. Non, ne tournons pas autour du pot. On suit la RTG aujourd'hui, il n'y a pas assez de production. On suit parce qu'il y a les actes de pouvoir. C'est vrai. Donc, si la radio ne peut pas bénéficier de ces actes, de la diffusion de ces actes-là, vous comprenez qu'elle perd ses auditeurs. Donc, ils ont raison de rappeler aux gens
que la radio existe et que la radio et la télévision sont au même pied d'égalité. Dans les conditions normales, c'est la direction qui doit le comprendre et travailler dans ce sens-là. D'accord. Jacques Léo-Aleno, on poursuit avec vous. Vous parliez à l'instant des effectifs. Si vous aviez l'autonomie de gestion, on a besoin aujourd'hui de combien, de quelle quantité de journalistes, de techniciens à la RTG pour pouvoir fonctionner? Je pose cette question parce que je trouve qu'il y a trop de monde et inutilement à la RTG. Et en termes de moyens, à peu près combien la RTG peut avoir besoin pour ses productions ne serait-ce que mensuellement. Non, je ne peux pas le dire avec certitude. Pour la dernière question, vous savez, quand vous êtes un office, tout est décidé avant le 1er janvier. On sait de combien de contenu vous devez produire pendant l'année. Vous savez quels sont les matchs internationaux que vous devez couvrir en direct. Donc le budget est dégagé à l'avance. Si vous êtes un office, avant le 1er janvier, vous avez déjà le budget. Vous savez ce que vous devez faire tout le long de l'année. C'est pourquoi d'où l'importance de changer le statut de la RTG. La question de Jacques, c'était... Sur les effectifs, est-ce qu'il y a un trop-plein? De combien est-ce qu'on aurait besoin aujourd'hui pour bien faire fonctionner la maison? Moi, j'ai eu la chance de me brouiller aussi dans le privé. Vous savez, Évasion, c'est moi qui l'ai lancé. D'accord. Et aujourd'hui encore, c'est une fierté de regarder Évasion. N'est-ce pas? Donc, j'ai pu expérimenter certaines choses. La RTG aujourd'hui, il y a près de 100 personnes à la rédaction, dans une rédaction. Wow. N'est-ce pas? Mais télé, radio confondues ou une seule? Je ne saurais le dire, mais je crois que même au niveau de la télé seulement, il y a près de 100 personnes. On n'en a pas besoin, franchement. C'est la rédaction du monde, ça. La télévision, la radio, c'est le monde de l'excellence. C'est la compétence et le talent. Ceux qui sont bons restent. Ceux qui ne sont pas bons, si on ne peut pas, puisqu'ils sont à la fonction publique, on peut les envoyer ailleurs. On peut les envoyer à l'enseignement, on peut les envoyer dans d'autres départements. Mais la RTG doivent travailler, doivent entrer dans une salle de rédaction, c'est dont c'est le travail, exclusivement. Et on peut, maximum pour une rédaction nationale, peut-être 30 personnes. D'accord. 30 personnes. Mais ce que vous dites là va pas plaire, hein, c'est une coupe quand même. Non. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre le trop-plein à la porte. Ils sont déjà à la fonction publique, c'est une très très bonne chose, mais il ne faut pas que le fonctionnement, l'image ou bien le rendement, parce que ça peut être une pesanteur aussi, qui empêche la productivité. Vous comprenez? Donc je ne suis pas en train de dire ici, mais de gérer autrement ces ressources humaines. Tout cela revient au changement de statut. Il faut que le directeur général ait la capacité, les moyens de ses objectifs. D'engager ces réformes. De changer. Aujourd'hui, je répète encore une fois, le directeur général ne peut rien faire en l'état actuel qui puisse amener le Guinéen à s'intéresser à la télévision, à s'intéresser à la radio. Parce que vous pouvez changer d'équipement. Vous pouvez changer les journalistes, vous pouvez prendre les meilleurs journalistes du monde. Mais si l'éditorial ne change pas, le Guinéen ne s'intéressera pas à sa télévision, il n'y viendra pas parce qu'il est Guinéen. Il veut y venir parce qu'il trouve ce qu'il cherche. Absolument. Moussa Moïse. La télé, normalement, c'est elle qui doit nous regarder. Je trouve que... Quoi elle doit vous regarder? Regarder la télé. Celle qui doit nous regarder. Alors, M. Sidibé, c'est quand même extraordinaire que quand vous voyez, comment est-ce que je ne parle pas parce que de l'avènement du CNRD, mais quand on suivait un peu le journal télévisé sous le régime Alpha Condé, l'alignement des éléments institutionnels, un mot là-dessus, parce que et connexe et autres, et jusqu'à un certain moment, le chef dit, allez-y à l'intérieur, sortez-moi telle chose ou telle autre. Est-ce que cela, normalement, on doit rappeler cela à la RTG? Qu'est-ce qui fait que cela ne marche pas? J'ai pas bien compris la question. Sur l'alignement des éléments. Vous savez, oui. Vous savez, ce n'est pas mauvais qu'on ouvre le journal par une activité du chef de l'État. Ce n'est pas normal. Mais une activité du chef de l'État qui excède les 3 minutes,
c'est préjudiciable pour l'image même du chef de l'État. Il faut qu'on le comprenne. J'ai tenté à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez cette rubrique qu'on appelle Info Plus. J'ai tenté à un moment donné, quand le président de la République avait une activité, on ouvre le journal par cette activité pendant 2 minutes. Et puis j'annonce qu'à la fin du journal, on passe sur le reste de l'actualité. N'est-ce pas? Ça veut dire que le journal est libre. Elle n'est pas trop saturée. Mais si vous consacrez 15 minutes à une activité, à n'importe quelle activité, les gens n'accèdent pas à l'information. Ils vont quitter. Les gens n'accéderont pas à ce que vous voulez leur dire. Donc le mieux, c'est d'avoir 1 minute. L'info plus. J'ai tenté à un moment donné, quand le président de la République avait une activité, on ouvre le journal par cette activité pendant 2 minutes. Et puis j'annonce qu'à la fin du journal, on passe sur le reste de l'actualité. N'est-ce pas? Ça veut dire que le journal est libre. Elle n'est pas trop saturée. Mais si vous consacrez 15 minutes à une activité, à n'importe quelle activité, les gens n'accèdent pas à l'information. Ils vont quitter. Les gens n'accéderont pas à ce que vous voulez leur dire. Donc le mieux, c'est d'avoir 1 minute 30, quelle que soit la situation. Et c'est ce qui est bien, et pour le chef de l'État, et pour les autres. En dépit des pressions extraordinaires. En notre temps, il a été difficile de mettre cette pratique en place. Est-ce qu'il y a eu des pressions sur vous la RTG est un service rattaché au ministère de la Communication. Donc vous êtes toujours appelé à l'ordre. La RTG n'a aucune autonomie. Aucune autonomie. Il faut que la situation de la RTG change. La RTG regorge des meilleurs techniciens, des meilleurs journalistes du pays. Il faut leur donner les moyens d'être véritablement sous le projecteur. Et le seul moyen, c'est de changer le statut de la RTG. Qu'on y admette les compétents, les talents et ceux qui ont la volonté d'éclore. Est-ce que c'est ce statut qui nourrit aussi ces nombreuses divisions, cette clanisation dont on parle souvent? Et d'ailleurs, sur les clans, est-ce que à votre période, vous avez aussi vécu cela? Est-ce qu'il y avait ces clans à l'intérieur qui s'opposaient à votre autorité? Oui, vous savez, nous sommes des êtres humains, il y a des choses qui peuvent arriver. Les hommes, naturellement, se retrouvent en clan. Mais le chef, quand vous avez la gestion d'une entité comme la RTG, il faut savoir fermer les yeux, il faut savoir taire certaines choses. N'est-ce pas? Il faut travailler au rassemblement. Il n'est pas normal de se laisser aller par ceci ou par cela. Mais travailler au rassemblement, c'est quand même une formule que l'on a souvent entendue. À chaque prise de fonction à la RTG, on va rassembler, on va travailler ensemble, on va unifier. Je crois qu'à mon départ de la RTG... avec Savané, on a bien vu l'illustration. On a souvent des hommes à M. Sidibé, les hommes à M. Bangoura, et ainsi de suite. Non, je ne pense pas qu'à mon temps, je ne sais pas s'il y avait des gens à Sidibé ou des gens à cela. J'ai travaillé au rassemblement, peut-être que je n'ai pas complètement réussi, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des clans à la RTG comme on en parle aujourd'hui. Je ne pense pas, je crois que j'ai pu réussir à travailler, à rassembler les gens, à mettre les gens au travail, à ne considérer, à ne privilégier que le travail pour lequel on était là-bas. Parfait, la dernière sur ce chapitre. La dernière sur ce chapitre, moi j'ai bien compris votre message de ce matin, nous espérons qu'il va être entendu par les autorités. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'à l'interne, ceux qui sont à la RTG doivent accepter de mener ce combat? Je me réfère à ce que vous avez dit tout à l'heure, un extrait d'un opposant qui est traité par un journaliste. Donc on suppose que ça se passe à l'interne. Mais que ce Coutouréa soit au courant, ça veut dire forcément qu'il y a un journaliste sur place qui a intérêt à ce que ce Coutouréa soit au courant. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à l'interne d'abord au niveau de la conscience? Vous savez, quand vous n'avez que des compétences, quand vous n'avez à l'intérieur, dans les rédactions, que des gens compétents, cela n'arrive pas. C'est vrai. Mais quand il y a des gens qui sont arrivés par ceci ou par cela, cela va arriver encore. Parce que leur présence s'explique par cela.
Vous avez Je affaire connais ouais. nommément celui qui est à la base de cela, celui qui a appelé Sékou Touré pour lui dire que cet extrait de M. Kassory Fofana doit passer et qui n'est pas bon pour le pouvoir. La personne en quoi? Je ne sais pas. Ah, vous Vous le allez savez. l'identifier. Quelque chose me dit que vous le savez. D'accord. Non, tout nous dit qu'il sait. Qu'il sait que la personne, si la personne est en fonction. On va avancer un dernier virage. Il avait un coffre-fort dans son bureau en son temps ou pas? Vous savez, je suis journaliste, je n'ai été que journaliste. Ah. Je n'ai jamais été comptable, donc c'est pas. Alors, je n'ai jamais eu besoin de coffre-fort. Vous n'avez jamais besoin de coffre-fort. Non. Alors c'est justement sur ce point Et que puis nous je allons... savais aussi que la RTG n'avait pas pour rôle de produire de l'argent. D'accord. Alors, quand on sort maintenant de la RTG, on va s'intéresser de façon globale, même à la corporation, avant de revenir sur les livres que vous avez écrits et à la prochaine mission que vous allez gérer au niveau du CNT. C'est vrai que vous allez aller représenter les journalistes, mais forcément, vous avez un mot à dire sur cette corporation. Vous êtes enseignant, vous avez vu pas mal de générations évoluer dans ce sens. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'évolution de la corporation? Écoutez, ce n'est pas facile de donner ces sentiments parce que cela peut paraître un peu prétentieux. Mais moi, je crois que ça évolue bien. Les journalistes sont audacieux, ils savent chercher l'information, ils savent chercher l'information. Le problème peut-être ce sera au niveau du traitement de l'information et du rendement de l'information. Vous savez, quand vous allez dans une école de journalisme, la première chose qu'on vous enseigne, c'est l'humilité. Nous perdons de plus en plus cette qualité. Il faut que nous sachions être humbles et que nous donnions cet exemple aux autres corporations, aux autres entités nationales. Oui, ça évolue bien. Avec cette diversité, cela permet aux Guinéens de voir le même événement sous différentes couleurs. Donc c'est une très bonne chose. Et personnellement, j'apprécie cette audace des jeunes journalistes aujourd'hui, cette capacité qu'ils ont à chercher l'information. Le problème, c'est qu'il faut un peu rectifier ou un peu corriger, c'est le traitement de l'information. Oui, mais le traitement de l'information, il y a aussi le traitement salarial. C'est une corporation quand même qui... Oui, il faut le dire clairement. Le traitement de l'information va avec le traitement salarial. Si c'est pas bon, l'information même peut pas être bien traitée. Pas forcément. Je suis très à l'aise. Non, pas forcément. Je suis très à l'aise avec cette question. C'est un sujet important. On nous parle d'éthique, de la déontologie. Mais faut-il qu'on mange? Faut-il que le journaliste soit dans certaines conditions? Il est inacceptable aujourd'hui, et c'est peut-être l'un des sujets que je pourrais défendre si jamais notre candidature était validée à l'Assemblée nationale. C'est peut-être voir dans quelle mesure le journaliste peut participer au financement, à la création des organes de presse. C'est-à-dire que le bailleur de fonds, que l'investisseur ne soit pas seul à mettre son argent là. En y mettant son argent, qu'on l'oblige à avoir un journaliste à qui il céderait au moins 50% des actions. Au moins. Parce que le journaliste connaît ses pairs. Il sait les conditions dans lesquelles évoluent les autres journalistes. N'est-ce pas? Il peut faire en sorte qu'un journaliste ne soit plus payé à moins d'1 million de francs guinéens. C'est quand même aberrant, 1 million, 100 euros. Que le rédacteur en chef puisse avoir un minimum de 5 millions. Le rédacteur en chef d'une rédaction. N'est-ce pas? Mais quand c'est l'investisseur seul qui amène son argent, il ne peut pas voir cela. Il voit que ce que la publicité peut lui retourner tout de suite. Donc c'est des sujets sur lesquels on va peut-être travailler. Au-delà de ça, d'autres sujets vous passent déjà à l'esprit si vous étiez retenu pour nous représenter? La liberté de la presse. Sur la question de la loi sur Vous n'avez pas insisté sur le traitement salarial des journalistes. Oui, non, mais je crois que votre réponse est assez précise et nous estimons que vous pourrez vous battre. Vous savez, avec les aujourd'hui, patrons de presse. on ne peut pas ouvrir une clinique médicale Si vous n'êtes pas médecin. Si vous n'êtes pas médecin ou si vous ne travaillez pas, vous n'acceptez pas un médecin dans votre investissement. Vous ne pouvez pas avoir un cabinet dentaire si vous n'avez pas un dentiste. Les pharmacies, c'est pareil. Les pharmacies, c'est pareil. Oui. Il faut que la même chose se passe au niveau de notre métier aussi. Je pense que j'aime cette idée-là. Il faut que la même chose se passe. Nous deviendrons tous des actionnaires quelque part. Voilà. Et du coup, voilà.
je pense que les choses vont aller mieux. Alors, donc, on comprendra que nous ne sommes pas des vendeurs de cacahuètes. Voilà. Nous avons l'information en main. Pour mieux traiter cette information-là, on a un certain traitement qui nous permettrait de résister aux différentes tentations sur le terrain. Sur la question de l'accès aux différentes sources d'information, est-ce que vous semble que c'est un long chantier et qu'il va falloir s'y intéresser tout de même si votre mission est validée au CNT? Bien sûr. L'accès à l'information publique, ça va être un de nos grands chantiers, un de nos grands combats. Il faut que les portes s'ouvrent à nous, n'est-ce pas? Quand le sujet est d'ordre public, il faut qu'on le mette à la disposition des journalistes. Il y a des événements qui se sont passés tout dernièrement, je crois que c'était au Palais du Peuple. J'ai trouvé des journalistes, même la terre, ils ont attendu longtemps et ils n'ont jamais accédé à la salle. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas des ouvriers. Nous sommes comme l'albatros de Baudelaire. Il ne faut pas qu'on nous ramène sur le pont du bateau. D'accord. Il faut que nous continuions à planer. Qu'est-ce que vous allez faire concernant la loi 0013 dont Jacques parlait? 002. Voilà, 002. C'est un acquis déjà. On va renforcer ça. Mais parfois, on voit que quand les journalistes ont des problèmes, on dit non, on va vous amener au pénal. Oui, parce qu'on a entendu un magistrat dire cette loi ne protège pas le journaliste, mais plutôt parle des conditions de création et des gestions des entreprises. Peut-être que vous travaillerez avec les hommes du droit pour l'amender, pour que ce soit une loi qui protège. Oui, pour que ce soit plus clair. Oui. Et que ça protège effectivement le journaliste. Moussa, oui, allez-y. Voilà, mais cet article-là aussi, cette loi aussi ne doit pas nous empêcher de respecter l'éthique, la déontologie. Oui. Parce que quand le journaliste dit qu'il est protégé par la loi, qu'il peut faire ce qu'il veut, ce n'est pas normal aussi. Ça dit que donc il faut un travail de fond au niveau des journalistes aussi pour qu'on respecte l'information, pour qu'on respecte les gens autour de nous. On n'a pas le droit, parce que nous avons le micro, de dire n'importe quoi sur n'importe qui. On est bien d'accord avec ça, mais en même temps, si vous devez penser à la prison qui vous guette à chaque mot qui sort de votre bouche, ça devient un peu compliqué. Oui. On était déjà arrivé presque à cela. Moussa, pour la dernière question. La dernière question, c'est de savoir tout de même qu'est-ce que l'homme retient du professeur Alpha Condé, des conditions dans lesquelles il a quitté le pouvoir, pour quelqu'un qu'il a connu, qui a ouvertement dit l'avoir soutenu, et qui a pris une toute autre direction à un moment donné lorsqu'il a senti que les choses n'allaient pas bien. C'est avec beaucoup de peine que j'ai observé la déchéance du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé avait toutes les chances d'être le plus grand démocrate de la Guinée, de l'Afrique, l'un des plus grands démocrates de l'Afrique. C'est un monsieur qui a fait de bonnes études, c'est un monsieur qui a vécu ailleurs, qui sait comment ça se passe ailleurs. Et donc, on attendait, comme il a annoncé sa prise de fonction en 2010, on attendait un Mandela, n'est-ce pas, qui ouvre les portes à la démocratie, qui permet aux Guinéens d'accéder à la liberté d'expression, à tout ce qui est régulier dans une république. Malheureusement, à un moment donné, il y a des choses qui sont arrivées. Personnellement, je ne comprends pas comment c'est arrivé à ce temps. Moi, personnellement, j'ai commencé à le remarquer en 2015. J'étais encore en fonction. Je voyais l'homme changer. L'homme se métamorphoser. Et puisque moi, mon travail, c'est d'écrire, j'ai commencé à écrire. J'observe, j'écris. Le livre va être bientôt sur le marché. C'est en 2015 que moi, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui détonnait. Peut-être que c'était lié à son environnement. Peut-être que c'est l'homme face au pouvoir qui se révélait. Je cherchais à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Cette affaire de troisième mandat, moi je l'ai senti venir depuis 2015. Est-ce qu'on l'a poussé à le faire, selon vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis tenté de dire que ce sont son entourage qui l'aura poussé à le faire, mais c'est trop facile aussi. Je suis tenté de le dire, connaissant l'homme. Vous savez, en 2009 ou 2008, à la mort du président Bongo, j'étais correspondant de France Télévisions avant que Moussa me remplace. Oui, tout à fait. Donc, j'ai rencontré le président Alpha Condé. Je lui ai posé des questions ce jour-là sur la situation au Gabon. La réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit ce jour-là que Ali Bongo allait être réélu, mais qu'il faut qu'il change la façon de gérer le pouvoir au Gabon. Qu'il faut qu'il permette à tous les Gabonais de participer, de se sentir concernés par
par la gestion du pays. Que tous les, sans distinction, que tous les Guinéens, que tous les Gabonais puissent bénéficier de l'avoir national. Ce jour-là, je me suis dit que cet homme-là était celui qu'il fallait pour la Guinée. Malheureusement, cette gestion de pouvoir n'a pas été à la dimension des grandes attentes. Il a fait certaines choses. On n'oubliera pas qu'aujourd'hui, franchement, nous avons le courant électrique de façon plus ou moins régulière. Pour Conakry, oui. Pour Conakry, même pour l'intérieur du pays. Certaines villes. C'est relatif. Voilà. Comme Dubreka, comme Koya. Oui. Il y a eu certaines choses qui ont été faites, mais l'essentiel, c'est la gestion sociale, la gestion de la société. Que le Guinéen, par exemple, moi j'ai mon manuscrit, que je n'ai pas peur de publier mon manuscrit. Que je n'ai pas peur de dire ce que je veux. Que je ne suis pas obligé de dire... De trouver... Voilà. Et que les gens se mettent à dire, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Parce que j'ai peur pour ma sécurité. Il y a des choses qui lui sont arrivées, c'est dommage, mais il devrait se mettre, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Encore une fois, peut-être l'entourage, peut-être la gestion du pouvoir, parce que l'homme face au pouvoir, c'est autre chose. Il se révèle à lui-même. Voilà, il se révèle à lui-même ou bien, je ne sais pas. En tout cas, l'homme face au pouvoir, on ne le comprendra jamais. Parce que même Mitterrand, vous avez vu, Mitterrand ou De Gaulle, vous avez vu comment ça s'est passé. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous vous sentez, vous, persécuté à un moment donné, quand vous avez quitté vos fonctions? Parce que je prends pour exemple l'émission la collaboration que vous devriez avoir avec le groupe Adafro-Média, à peine annoncée, parce que le Diakanké tient rarement sa langue, à peine annoncée sur les ondes du groupe Adafro-Média, et bien tout de suite, il m'a fait comprendre que Yamoussa Sidibé a de sérieux problèmes. Voilà. Comment cela s'est passé? Est-ce que vous vous êtes senti persécuté? Il y a eu des pressions sur moi pour ne pas venir à Dafo. Il y a eu des pressions sur moi. On m'a rappelé que je suis journaliste de la presse publique. Et que ceci et que cela. Journaliste de la presse publique, mais on vous a mis quand même à la porte. À la porte, voilà. On vous met à la porte et vous empêche d'aller ailleurs. On m'empêche d'aller ailleurs. Sinon, j'avais effectivement donné mon accord à la mine. J'avais effectivement donné mon accord, mais il y a eu des pressions. Il y a eu beaucoup de petites choses qui sont passées que... Parce que peut-être un jour, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de catégoriser, d'étiqueter, de dire ceci ou de cela, mais qu'on donne le temps au temps. Il y a des choses qu'on comprendra plus tard. C'est vrai, parce que peut-être qu'on vous aurait attendu arborer le t-shirt jaune, le foulard jaune. Peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez eu un peu plus de liberté. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est-à-dire devenir militant du RPG. Exactement. Aller à des meetings du RPG. Moi, je suis journaliste. Je répète, je suis journaliste. Non. Je suis journaliste. Je n'ai été que journaliste. Peut-être que je ne serai que journaliste. Et tant que je serai dans ce métier-là, je n'appartiendrai à aucun parti politique. J'ai été très proche de M. Sidia Touré. Parce que la nature de son parti était telle que j'étais un peu séduit à un moment donné. Je voyais ce parti un peu transversal, qui transcendait les clivages ethniques, en tout cas apparemment. Donc c'est très séduisant. Donc si j'avais voulu appartenir à un parti politique, peut-être que je serais allé là. Alors, un dernier mot sur le CNT. Mais je n'ai appartenu à aucun parti politique, pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je suis journaliste aussi. On ne vous a pas demandé de faire quelque chose pour le RPG? Sincèrement, en toute honnêteté. Pourquoi en toute honnêteté? Non, parce que je veux comprendre. Parce qu'il y avait de la drague à l'époque. Exactement. On voulait des... Yamoussa Sidibé qui vient prendre part. Exactement. Certainement ça, j'ai pas envie de citer de nom à la RTG. Voilà, je parle pas de femmes, je parle des hommes. Vous parlez de Kabakone? Vraiment. Vous savez, chacun a sa nature, chacun a ce qu'il affiche en public, chacun a ce qu'il affiche dans la société. N'est-ce pas? Jacques ne viendra pas vers moi me connaissant pour ceci ou pour cela. Donc, vous savez à qui on va en avoir affaire. Voilà. D'accord. Alors un mot sur le CNT avant de boucler. Est-ce que vous allez demander, si vous êtes retenu aux associations de presse, de vous faire des propositions concernant la défense des droits des journalistes, pour que tous les points que vous allez donc aborder soient inclusifs? Écoutez, si nous sommes retenus, je compte avoir une concertation avec ma consoeur Asmao Baldé, Asmao Bari. Pourquoi j'ai dit Baldé? Asmao Bari,
Asma Bantignel Barry. Je compte avoir une concertation avec elle, mais rencontrer les différentes associations, les différentes rédactions pour comprendre les problèmes qui nous assaillent. Quels sont les points sur lesquels les journalistes souhaiteraient qu'on travaille une fois au Conseil national de la transition. Et voilà, mettre cela dans une sorte de corpus, travailler et puis aller le défendre. Nous n'allons pas partir avec nos seules idées. Nous représentons une entité, nous partirons des idées qu'émettront les différents membres de cette entité. Et le tout dernier mot de cette interview avec Moussa Sidibé, Moussa Moïse. Oui, un mot tout de même sur le CNRD. Qu'est-ce que vous pensez de l'élan qui a été entrepris? Qu'est-ce que vous pensez de la vision de cet homme, du colonel Mamadi Doumbouya? Écoutez, j'ai suivi la grande interview qu'il a accordée à la RTG. Personnellement, j'étais séduit. J'étais séduit par l'allure. Mais je suis journaliste. Donc, je regarde. Je ne suis pas simplement guinéen. Je suis journaliste. J'observe. Et j'attends de voir. J'attends de voir. D'accord. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont annoncés. Quand le président dit qu'il n'y a rien qui ne puisse donner à la Guinée, c'est une très bonne chose. L'essentiel est que nous entrions dans le concert des nations, que nous ressemblions aux autres. Nous avons toujours manqué le coche. Peut-être que cette volonté des jeunes, peut-être qu'ils iront jusqu'au bout des promesses, des engagements qu'ils affichent. Mais puisque je suis journaliste, j'attends, j'observe, je ne juge pas, je n'ai pas de, comment on appelle ça, d'idée fixe d'a priori, voilà. D'accord, et donc le journaliste qui garde son recul, sa réserve. Moussa Sidibé était avec nous. Et je rappelle qu'il a été directeur général de la RTG. Avec lui, nous abordions de long en large les questions liées au fonctionnement, à la gestion, aux performances, à la productivité de la RTG. Merci, Monsieur Sidibé, d'être passé sur nos antennes ce matin. Ça a été un immense plaisir d'être avec vous. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de poser des questions. Aujourd'hui, on m'a posé des questions. D'accord. En tout cas, on est tout aussi honorés de vous avoir reçu. Merci les gars, merci Lago d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices. C'est grâce à vous justement que c'est pour vous, bien entendu, que ce programme a donc été concocté. Amadousso a permis que vous nous entendiez côté radio et à la régie. C'est bien Poutine qui s'est démené avec tous les autres et ainsi vous avez pu suivre à la télé les grandes gueules de ce mercredi. Demain, un autre numéro. Si tout va bien, quelqu'un du RPG, c'est lui que nous allons avoir demain. Ce sera une première depuis la chute du professeur Alpha Condé. Restez avec nous. Nos programmes continuent à la fois sur la télé et sur la radio. On se retrouve demain dès 9h.